Depuis septembre 1939, les troupes d'infanterie de forteresse sont à leur poste dans les ouvrages de la ligne Maginot. D'autres régiments sont postés à l'extérieur, dans des casemates ou des abris de fortune, et affrontent le froid qui s'est abattu sur la région depuis plusieurs semaines. Loin de leur famille, les soldats vivent une drôle de guerre et organisent un drôle de Noël. Donc Noël 39, c'est le premier Noël de la Seconde Guerre mondiale et en fait on a des milliers de soldats qui sont mobilisés depuis 4 mois et donc qui vont se retrouver sur le terrain à fêter ce Noël loin de leur famille. Et bien évidemment, selon que les soldats se trouveront soit au fond d'un ouvrage de la ligne Maginot ou dans un avant-poste sur la frontière au contact de l'ennemi ou alors dans un village de cantonnement, ils ne vivront pas du tout ces fêtes de la même façon. Alors le 24 décembre 1939, on est dans la drôle de guerre, donc ça sera forcément un drôle de Noël. Alors drôle de Noël, pourquoi? D'une part parce que les gens sont loin de chez eux. Drôle de Noël aussi parce que c'est pas un Noël ordinaire au sens où les militaires peuvent le connaître avec une ambiance guerrière autour. Et un drôle de Noël aussi parce que en général à Noël il y a du monde, y compris pour les militaires qui sont en garnison. Or là, on le sait, avec on va dire, les gens du Pays de Bitche et les Mosellans qui ont été déplacés, qui sont partis en exode, du coup les rues sont vides. Voilà. Donc il y a une ambiance très particulière, que ce soit dans les ouvrages en garnison et à l'extérieur de la garnison, dans les villages qui sont complètement déserts. Voilà, ici vous voyez, on est dans un milieu relativement confiné. On avait des gens qui étaient, donc on va dire un tiers des effectifs qui étaient dans le fort à ce moment-là, une partie qui était en haut dans les casernements au Légeret, et une autre partie qui était dans les intervalles, parce qu'il fallait bien garder les intervalles entre les différents ouvrages. Donc on a 3 vécus de Noël militaires dans la garnison du Légeret, on va dire, qui sont trois vécus différents. Un Noël, on va dire, traditionnel pour un militaire en garnison, il est toujours un petit peu en 3 temps. C'est comme à la maison. Il y a la partie, on va dire, la journée normale de travail dans laquelle on fait des exercices de mise en batterie, de l'armement, etc. Il y a la partie un petit peu plus festive du repas de Noël avec des améliorations qui sont proposées. Au lieu d'avoir un quart de vin tout seul, on augmente un petit peu les rations, on a un peu plus de cigarettes, même si on n'a pas le droit de fumer à l'intérieur. Et il y a surtout une petite ration supplémentaire de vin champanisé. Voilà. Sans parler du menu spécifique du réveillon de Noël. Et après, le 3e temps, c'est la partie un peu spirituelle avec cette fameuse messe de minuit qu'on a pu reconstituer à l'occasion de la nouvelle, on va dire, présentation du site touristique du Simserhof, donc qui a fait l'objet d'un petit film qu'on présente au public dans la première partie de la visite du Simserhof actuel. Voilà. Allons-y, moteur, action, ça tourne. Frères, nous sommes réunis ici aujourd'hui, dans ce lieu, pour célébrer cet office. Donc cette messe s'est effectivement déroulée ici, dans ce qu'on appelle la chapelle, mais qui est en fait l'ancienne, on va dire, la gare du Simserhof. Vous avez derrière moi donc l'hôtel, qui est une reproduction exacte de l'hôtel de l'époque. Donc célébrons ensemble. C'est drôle, c'est une entre guillemets drôle de sensation. Pourquoi? Parce que, et je pense que c'est exactement la même chose pour nos anciens de l'époque que la génération actuelle, Noël c'est un moment qu'on passe en famille. Là on est loin de la famille d'une part, il y a le contexte opérationnel autour, même si ça se passe pendant la drôle de guerre, il y a quand même toujours un petit peu cette appréhension. Et où on se rejoint encore une fois, aujourd'hui quand on est en garnison ou en poste en opération extérieure, il y a quand même toujours du monde autour. On se retrouve entre nous, il y a le contexte festif, et là ils sont un petit peu tout seuls dans le fort. Comme je vous disais, il n'y a personne à l'extérieur autour.
Et donc on se sent, il y a le côté, on est content d'être entre copains, on a des améliorations, mais ça ne remplace pas la famille. On a très peu de témoignages sur, en tout cas nous ici pour la partie vraiment Simsoro, ou le Légeret en général on va dire, de la manière dont s'est passé le réveillon. Et moi personnellement, encore une fois en tant qu'ancien militaire, je me dis ça fait partie des émotions qu'on cache un petit peu. C'est-à-dire que les descendants de plusieurs personnes qui ont servi dans le fort à ce moment-là, de plusieurs soldats, nous disent que voilà, ils avaient un petit peu noyé le chagrin dans l'alcool, machin, mais voilà, derrière on sait aussi que de l'alcool on ne pouvait pas non plus s'en procurer des tonnes. Et donc il y a ce côté, je pense, volontairement où on voulait cacher ses émotions, ne pas montrer son ressenti ni aux copains qui étaient présents, encore moins à la famille, même une fois la guerre terminée. Le 24 décembre 1939, ici au petit ouvrage de Rohrbach, qu'on connaît plus communément sous le nom de Fort Cassot, il y a eu la seule fête qui a eu lieu dans cet ouvrage, à savoir la fête de Noël. Donc si on se replace dans le contexte, septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate entre la France et l'Allemagne nazie. Les ouvrages de la ligne Maginot sont occupés, les hommes sont prêts à combattre, mais il ne se passe rien. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre. Et donc, au mois de décembre, le 24, on organise ici une fête de Noël, donc dans cette pièce, donc dans cette chambre à hamac. L'équipage se réunit pour célébrer Noël. En matière d'archives, on a eu la chance d'avoir un de nos membres bénévoles qui a très tôt fait des recherches sur l'histoire de l'ouvrage durant les combats et avant les combats, et qui est tombé encore sur des vétérans. Donc on a notamment le caporal-chef Bob, qui était un des membres d'équipage du bloc numéro 2, qui a gardé des archives, dont notamment par exemple le programme de la soirée, et qui nous a un petit peu parlé cette soirée. Donc c'est lui qui nous a expliqué qu'à l'époque ils ont mangé choucroute et boudin blanc, et d'ailleurs lui il ne savait même pas que le boudin blanc ça existait. Donc ça nous a vraiment permis d'avoir un peu un retour, une expérience sur ce qui s'est passé ici à l'époque. Disons que cette chambre à hamac, elle est très particulière parce que d'une part, elle est caractéristique de tous les forts du secteur de Rohrbach, ou les forts qu'on appelle le nouveau front, construit à partir de 1934. Et l'avantage, c'est qu'elle est très modulable. Donc on va avoir la possibilité de démonter les pieds des hamacs, de les entreposer ici dans une petite pièce située juste à côté, et ça permet d'avoir une surface quand même relativement conséquente pour organiser par exemple des rassemblements ou des réunions. Et ça a été très pratique pour la fête de Noël en 1939, dans le sens où on a pu rassembler un maximum de membres d'équipage ici. Là, on est sur un effectif théorique dans l'ouvrage de entre 170 et 180 hommes, donc c'est déjà un petit village, et on a quand même la possibilité d'en rassembler une bonne partie ici, sachant que vu qu'on est en temps de guerre, on ne pouvait évidemment pas délaisser les blocs de combat. Donc il faut imaginer que les hommes sont venus ici par roulement et qu'il y avait quand même toujours des hommes dans les blocs de combat prêts à réagir au cas où, évidemment. On est quand même dans un contexte de guerre, donc la guerre est déclarée. À tout moment, l'ennemi peut arriver. Donc c'est quand même une ambiance un peu crispante, c'est d'autant plus que on ne sait pas trop où on en est, on n'a pas forcément de nouvelles de la famille. Donc voilà, je pense que psychologiquement, pour les hommes, ça devait être quelque chose quand même de relativement difficile. Et le fait d'organiser une soirée de Noël, une fête de Noël ici à 30 mètres sous terre, ça a quand même apporté un peu de chaleur et de baume au cœur. Ça améliore le moral, je veux dire, c'est pas une situation facile et je pense que ça doit être un beau moment de convivialité. Le prêtre vient de se retourner à l'autel pour l'offertoire. C'est le 25 décembre. Ce jour est arrivé sans plus d'histoire, comme un jour succède à un autre lorsqu'on est en ligne. Un prêtre est venu ce matin, nous rappelant que c'était Noël.
Donc ce Noël est un Noël blanc puisque la majeure partie de la campagne lorraine va être couverte de neige. Donc pour les soldats qui seront de garde ce jour-là en première ligne, pour eux la veillée de Noël n'aura pas d'autre sens que celui de veiller comme ils le font tous les autres jours dans le froid. Et en fait donc le Noël correspond au début d'une période qui va être particulièrement froide, puisque à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin du mois de janvier 1940, on entre dans la période la plus froide depuis un siècle. Le 24 décembre, alors que les Allemands semblent vouloir respecter la trêve de Noël, une nouvelle sortie nous amène du côté du téléphérique, dans la forêt du Stewald, en face de Büdingen. Installés immobiles, en surveillance, par une température sibérienne, nous souffrons des morsures du froid, et le son lointain des cloches qui sonnent Noël en Allemagne n'arrive pas à nous apporter le soulagement souhaité. Bientôt notre caporal se plaint de ses pieds, ils sont gelés. Nous sommes obligés de le porter sur le chemin du retour, il sera évacué le lendemain. Pour le commandement, il était important de faire passer le mieux possible cette veillée aux soldats, parce que ça fait 4 mois qu'ils sont mobilisés, et donc leur morale en a déjà pris un sacré coup. Et donc pour essayer de remonter ce moral, on va d'une part donc instaurer des séances de théâtre aux armées, et donc il y a des vedettes qui vont venir se déplacer dans les différents cantonnements pour égayer un peu ces soirées. Et autre gros effort que fera également le commandement, ça va être au niveau du menu, puisque à ce moment-là, on va mettre à disposition de l'ordinaire des mets qui permettront donc aux soldats d'oublier un peu que ce soir-là, mais ils sont loin de leur famille. Chère maman, chère petite femme, Noël, je ne vous ai pas écrit hier, occupé que j'étais à préparer notre petite fête. Chacun a mis du sien afin que notre petite réunion soit empreinte de gaieté. Nous avons pu avoir la salle du foyer pour festoyer. Dès la soupe, nous nous y sommes rassemblés, et de là nous sommes partis assez tôt pour être bien placés pour la messe de minuit. L'église était archi-comble. Dans les allées et le fond de l'édifice, quantité de soldats se tenaient debout. Après la messe, la table était dressée. Tout était prêt et chacun de nous se souviendra du réveillon 1939. Pendant que dans nos villages, dans les églises des villages, on a des messes de minuit, que dans les avant-postes, les soldats veillent. Pas loin d'ici, à Spicheren, il y aura une visite toute particulière, puisque Hitler, le 24 décembre vers 17h, viendra rendre visite à ses troupes sur les hauteurs de Spicheren. Il lit le message de Noël au peuple allemand, qui sera diffusé donc par la radio depuis Spicheren. C'est le seul réveillon de Noël qui sera fêté dans les ouvrages de la ligne Maginot, le dernier avant longtemps aussi pour la plupart des soldats. Dans les combats de 40, la trouée de la Sarre connaîtra de tristes heures. La bataille de France perdue contraindra les derniers défenseurs de la ligne Maginot à se rendre le 25 juin 1940. Les ouvrages seront remis à l'ennemi. Les soldats prisonniers passeront pour la majorité toute la guerre dans des stalags allemands.